Oui, je sais, cette vidéo se sera fait attendre, mais croyez-moi que cette attente valait le coup. D'une part car plusieurs licences de renom ont été annoncées en ce début d'année, j'ai même pu lire certaines nouveautés de 2022 que nous allons aborder dans cette vidéo, et ainsi commencer de nouvelles propagandes, donc c'est pas plus mal. En tout cas une chose est sûre, si 2021 s'est avéré être une année record mais surtout monumentale en termes de sortie de qualité, comme on a pu le voir dans ma vidéo dédiée au Manga Awards de 2021, le moins que l'on puisse dire est que l'année 2022 n'est pas en reste. Bien au contraire, elle s'inscrit dans la parfaite continuité de l'année passée avec des nouveautés attendues, des classiques que l'on n'attendait plus réédités. On va donc revenir ensemble sur certaines d'entre elles, avec notamment un focus sur les 15 titres qui m'intéressent personnellement le plus. J'ai dû faire des choix et c'était encore une fois très compliqué. Cela dit, vous me connaissez, on fera tout de même brièvement un tour complet des principales sorties de 2022. On va donc aborder plus de 70 séries différentes histoire de vous proposer la vidéo la plus complète possible. Bref, je vous propose de ne pas perdre plus de temps, puisqu'on a pas mal de mangas à aborder, donc place au générique. Salut à tous, c'est Otakult. On va comme prévu revenir sur les 15 séries que j'attends le plus pour cette année, mais pas seulement pour le coup. Ceci n'est pas un top mais simplement une sélection. On va d'ailleurs commencer par ordre de parution histoire de faire un vrai suivi de l'année, et encore, je parle d'année mais pour 90% de cette sélection, il s'agit des sorties du premier semestre seulement, ce qui veut dire que les éditeurs nous réservent encore pas mal de surprises pour la fin de l'année, puis bien évidemment par respect, je ne mentionnerai ici que les mangas ayant été annoncés officiellement par les éditeurs. Sur ce, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en vous présentant dans un premier temps les 15 mangas que j'attends le plus en 2022. Ou du moins, les meilleures sorties de 2022 pour certains. Oui, parce qu'on est déjà en avril en fait. On va tout d'abord commencer cette sélection en revenant sur certaines sorties de janvier, dont notamment Léviathan disponible aux éditions Kiun. Il s'agit d'une création originale de l'éditeur signée par Shiro Kuroui, dont le premier volume est paru le 6 janvier dernier. Voici de quoi ça cause. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence s'impose. Un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines. Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne court quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. L'adolescent et sa camarade Futaba surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un caisson de cryogénisation, niché au cœur du géant de métal. Or, il ne peut contenir qu'une seule personne. Malheureusement pour les élèves, l'enseignant comprend vite qu'il a été entendu, c'est le début d'une lutte sanglante pour préserver le secret. Autant vous dire que l'on démarre assez fort puisqu'il s'agit d'une très belle découverte pour ma part. Si la couverture avait suffi à attirer mon attention, le style de Shiro Kuroui a su finir le travail pour achever définitivement ma curiosité. Léviathan nous plonge dans une ambiance angoissante bien renforcée par le sens du détail de l'auteur et la pénombre dans laquelle évoluent parfois les personnages à bord du vaisseau. Sans oublier que l'édition nous offre un grand format pour nous laisser admirer en détail les magnifiques planches du manga, une série abordant le thème de la science-fiction avec une double narration, celle se déroulant dans le passé nous narrant le drame d'un voyage spatial qui a vite tourné au cauchemar, et l'autre nous relatant les faits des années plus tard via des pilleurs d'épaves totalement extérieurs à tout ça. Vous l'avez compris, les sublimes dessins du manga ne sont pas les seuls points forts de Léviathan qui nous démontrent une certaine subtilité dans son écriture en parallèle, le parfait équilibre pour emballer les lecteurs pour la suite d'une histoire qui s'annonce déjà aussi haletante que palpitante. Direction les éditions Vega Dupuis cette fois-ci, afin d'enchaîner avec probablement mon plus gros coup de cœur de cette sélection, j'ai nommé Manchuria Opium Squad du duo Tsukasa Monma au scénario et Shikako au dessin. Les deux premiers volumes sont déjà disponibles tandis que le manga compte actuellement 7 volumes au Japon et est toujours en cours de parution. Jeune agriculteur en Mandchourie, Isamu Higata voit son quotidien bouleversé lorsque la peste finit par toucher sa mère. Pour gagner l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavot et réussit à purifier de l'opium. Mais ce faisant, il tombe dans le monde de la mafia, ce qui va le plonger en enfer. Un synopsis digne de Breaking Bad, la comparaison est évidente et je pense qu'elle pourrait suffire à vous convaincre. Il s'agit en tout cas de ma série préférée pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai vraiment été agréablement surpris par le début de cette œuvre. Tout est maîtrisé, de la mise en place du contexte de l'histoire où l'on suit un héros pauvre, frappé par un terrible destin puisqu'il va devoir s'aventurer dans un milieu sombre pour tenter de guérir sa mère, tout en protégeant et subvenant aux besoins de ses petits frères et sœurs. Bien malgré lui, ce dernier va se retrouver au cœur d'une bataille de territoire et de deals de drogue qui le dépassent très rapidement, et digne d'un Heisenberg, ses talents pour créer un opium d'une pureté rare le propulsent tout aussi vite dans la haute lignée de la pègre, où sa vie et celle de ses proches sont en danger à chaque instant. Les enjeux sont au rendez-vous, le style de dessin est incroyable, les personnages sont tout aussi marquants, surtout Liuwa, qui a déjà tout de la femme fatale bien emblématique.
Le découpage et la mise en scène sont également dingues, vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté de cette nouvelle pépite. Et on finit ce mois de janvier avec la nouveauté Oshinoko disponible chez Kurokawa. On retrouve Mengo Yokoyari au dessin mais surtout Aka Akasaka au scénario, l'auteur de Kaguya-sama entre autres. Les deux premiers volumes sont parus simultanément le 13 janvier dernier, tandis que le manga totalise déjà 7 volumes au Japon et est toujours en cours de parution. Synopsis. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde des paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais. Alors il est vraiment difficile de parler de cette œuvre sans spoiler, donc je vais simplement vous prévenir que les deux premiers volumes ne sont pas sortis en même temps pour rien. En effet, si Oshinoko nous plonge dans un cadre plutôt artistique puisqu'il nous projette dans l'univers des idoles et du show business, mais ce fameux événement, au-delà d'être bouleversant, devient un autre point de départ de la série que le lecteur abordera donc avec un regard nouveau. Les personnages se révèlent suffisamment intéressants pour porter l'intrigue sur leurs épaules et faire en sorte qu'on ne se détache pas de l'histoire. Un bon remplaçant d'Actage pour ceux regrettant encore son triste destin, mais c'est surtout une série à suivre avec attention. Encore un peu de fantaisie avec la série Frieren disponible chez Kiun, dont les deux premiers volumes sont parus le 3 mars. C'est signé Kanahito Yamada et Tsukasa Abe, toujours en cours avec 6 volumes parus au Japon. Le généraux Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Eiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est alors sous le choc, la vie des humains est si courte, l'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine, son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Je pense que le résumé est assez parlant, c'est clairement le propos du manga qui est intéressant ici. La série prend littéralement à contre-pied son genre puisqu'en temps normal, vaincre le mal et rétablir la paix est le but principal dans une œuvre de fantasy. Or dans Frieren, l'histoire commence réellement lorsque ce but vient tout juste d'être atteint par les protagonistes. La problématique de la série sera donc de s'intéresser aux liens que peuvent unir différentes races, comme les elfes et les humains, au temps qui s'écoule inéluctablement, le tout avec douceur et une ambiance assez mélancolique. On enchaîne avec le one-shot Lootback de Tatsuki Fujimoto, paru le 9 mars dernier aux éditions Kazé. Un titre très attendu, voici donc de quoi ça cause. Fujino, adolescent surdoué, a une confiance absolue en son talent. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une même ville de province, qu'une passion fervente pour le dessin va reprocher, et unir par un lien indéfectible. Une nouvelle preuve de tout le génie de cet auteur qui, après le glaçant Fire Punch et l'imprévisibilité de Chainsaw Man, s'aventure encore vers de nouveaux horizons. Look Back est une véritable merveille dont la narration est parfaite, à l'instar d'un Shuzo Oshimi sur les fleurs du mal, les liens du sang ou encore Happiness. Fujimoto laisse avant tout parler son art, avec de sublimes planches découlant le temps qui passe. On voit ainsi évoluer deux jeunes filles que tout oppose, mais qui finissent pourtant par avancer dans une même direction. Look Back se veut également semi-autobiographique, comme si l'auteur se questionnait lui-même sur son amour pour les mangas, ses motivations et ce qui le pousse à coucher de nouvelles histoires sur le papier. Une œuvre pleine de sensibilité et d'une grande sincérité à ne pas louper. On arrive déjà au 6ème manga de cette vidéo avec Die Dark, la nouvelle série de Kyu Hayashida, l'autrice du célèbre Doro et Doro. Si le manga est toujours en cours au Japon avec 4 volumes parus, en France, il est désormais disponible chez Soleil Manga. Sankoza, un ado qui adore les spaghettis, voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait, c'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la peau. Heureusement, toujours accompagné d'Aviakan, son fidèle compère, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. Eh bien c'est une série purement dans la lignée du très bon Doro et Doro, bien que je reste encore sur ma faim avec ce premier volume. L'univers qui nous est proposé reste dans une vibe similaire, c'est à la fois sombre tout en préservant ce petit côté loufoque si propre à l'autrice. Un mélange unique qui présage encore une fois de belles choses pour la suite, d'autant plus que l'on se situe dans un registre spatial qui appelle aussi à l'aventure, ou du moins une traque sans relâche à laquelle va devoir échapper notre héros, pris pour ci par les parias de l'univers. J'attends déjà fortement le second tome pour me faire un meilleur avis. Il a pris possession de nos librairies et de nos épiceries depuis le 6 avril dernier, avec la sortie de ses 2 premiers tomes en simultané chez Glénat. Je fais bien évidemment référence à mon dernier coup de cœur en date, Sakamoto Days. La nouvelle bombe du Shonen Jump signée Yuto Suzuki compte déjà 6 volumes au Japon. Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour, il tombe amoureux, s'ensuivent retraite, mariage, paternité et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service, et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Alors si vous suivez mes streams, vous savez à quel point cette série m'a mis une véritable claque, tant je n'avais plus l'habitude de tomber amoureux d'une nouveauté issue du plus passionnant des magazines, le Weekly Shonen Jump.
Sakamoto Days remplit absolument tous les critères d'un futur classique made in Jump, des personnages quasiment tous charismatiques, vraiment le flow que dégage ce manga en devient presque hallucinant, mais surtout cela faisait un moment que je n'étais pas autant attaché à une bande de protagonistes. J'ai mon nouveau Big Three avec Sakamoto, Shin et Lou. L'univers du manga centré sur les assassins, les assassinats et le monde de la pègre est tout aussi passionnant. Tu rajoutes à tout ça des dessins incroyables, un découpage de malade, un ton comique appréciable par moments et un rythme assez intense et vous avez déjà l'une des meilleures sorties de l'année. Et moi je vous le dis, en ce moment c'est mon deuxième manga préféré du Jump juste derrière One Piece. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sans trop en dire, allez lire Sakamoto Days bordel. Bien évidemment, je me devais de sélectionner l'anime qui a su mettre tout le monde d'accord, ou du moins le manga à l'origine de l'adaptation, et je fais bien sûr référence à Ranking of Kings de Sosuke Tuka. Le premier tome est disponible depuis le 7 avril chez Kiun. Le royaume de Boss est en péril, son fondateur, connu pour sa force herculéenne, est gravement malade, et l'héritier, le jeune prince Boji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place. Sourd et muet, d'une faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée, il est la cible de toutes les moqueries, du chevalier au paysan. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet Daida qui remporte le soutien populaire. Pourtant, Boji aborde un éternel sourire, même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir, car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles, Boji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Ma plus belle surprise de l'année, on suit l'histoire d'un petit prince sourd et muet qui part avec beaucoup de lacunes, mais qui va pourtant devenir le plus grand des rois. Une histoire touchante, une leçon de vie derrière ses aspects enfantins. Ne vous fiez vraiment pas aux apparences, c'est une des plus grandes sorties de l'année, vraiment, et foncez voir l'anime aussi. Et comment ne pas profiter de cette vidéo pour mettre une énième fois en avant le célèbre Hirohiko Araki, puisque le 20 avril sera le jour de sortie d'un coffret en édition limitée, regroupant 4 one-shots de l'auteur, à savoir Magical Beachy, sa première œuvre qui raconte l'histoire d'un garçon amoureux de la magie qui vit avec sa grand-mère, Bao qui tire son nom d'un mystérieux parasite qui rend Ikuro Ashizawa immortel et capable de se transformer en une créature invincible, Under Execution, un recueil de 4 histoires d'épouvante dans l'univers de JoJo's, et Gorgeous Irene, qui rassemble plusieurs épisodes de la belle tueuse professionnelle Irene. Pour avoir déjà reçu le coffret, je peux vous assurer que la qualité de l'objet et celle de l'édition des volumes est tout simplement incroyable, vraiment c'est magnifique pour le coup. Grand format, page couleur, papier glacé et j'en passe, le tout pour 50 €. Les conditions sont parfaitement réunies pour découvrir les premiers mangas de Hirohiko Araki avant son immense succès qu'est devenu JoJo's Bizarre Adventure. On change totalement de registre avec Black Box, un manga de Tsutomu Takahashi, terminé en 6 volumes. Le premier tome est prévu le 20 avril chez Pika Édition. On suit l'histoire de Ishida Ryoga, un adolescent de 17 ans qui mène une vie pas comme les autres. En effet, son père, ancien boxeur, est en prison et son frère vient d'être incarcéré pour meurtre. Suite à ces événements, Ryoga se lance dans la boxe afin de mieux extérioriser tous ses problèmes et se donne pour seul but de devenir champion du Japon. Vous connaissez mon amour pour Tsutomu Takahashi, il s'agit de l'auteur de Sidou, Neun ou encore Bakuan Reto pour ne citer que. Un auteur principalement réputé pour sa façon de raconter et traiter des thématiques vraiment rudes, Black Box n'échappe bien sûr pas à la règle, ce n'est en aucun cas un manga de boxe classique. Alors bien sûr le sport reste un élément central et très présent dans l'histoire, mais ce qui nous intéresse ici n'est autre que l'évolution du protagoniste Ishida Ryoga, une boxe dure et sombre sublimée par le style de dessin si atypique de Takahashi. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Naruto, classique absolu du Shonen Jump qui a marqué et traversé plusieurs générations, et arrivé en 2022, l'œuvre de Masashi Kishimoto est toujours dans l'air du temps et continue de recruter de nouveaux lecteurs puisqu'il s'agit toujours du manga le plus vendu des éditions Kana sur l'année 2021, un succès récompensé par une réédition sous la forme d'une édition de luxe prévue le 6 mai prochain. Grand format, page couleur et j'en passe, le meilleur moyen de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Naruto. Le gros point fort de ce manga restera ses thèmes abordés assez matures, l'exclusion, la solitude, le harcèlement. Avec ça on s'attache très vite à Naruto et son ascension tout au long de l'histoire est vraiment sublime. Un véritable exemple de persévérance et de valeur, il a toujours gardé le sourire et la force d'aller de l'avant pour réaliser son rêve. Bref, je pourrais aborder les combats fantastiques ou encore l'univers de ninja bien stylé. En tout cas, ce sera l'occasion pour moi d'entamer une relecture d'un manga qui aura bercé mon adolescence, mais que je n'ai pas relu depuis, restant sur cette fin bien décevante à mes yeux, et c'est bien triste de résumer Naruto à son arc final. Toujours chez Kana, cette fois-ci place à de la nouveauté avec un nouveau venu du Shonen Jump, et il s'agit bien de The Elusive Samurai. La nouvelle série de Yusei Matsui, l'auteur de Assassination Classroom, arrivera chez nous le 20 mai prochain avec la sortie de ses 2 premiers volumes en simultané. 1333, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Hojo Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout. Sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan. Dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre, la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï. Alors je ne dirais pas que c'est la sortie de l'année, mais je prends pas mal de plaisir à suivre cette série dans le Jump. Loin des mangas de samouraï iconiques à la Vagabond ou Kenshin, The Elusive Samurai se démarque du lot en prenant presque à contre-pied son genre.
Les principales qualités du héros Tokiyuki Hojo ne sont donc pas sa puissance ou sa dextérité au sabre, mais bien la fuite, l'esquive et l'agilité. C'est de cette façon dont il va bâtir sa légende, je sens que la série a un petit potentiel qu'il ne faut pas négliger, et c'est pour cette raison qu'il va falloir la suivre avec attention. On arrive enfin à la sortie de l'année à mes yeux, celle de la réédition d'un Furio légendaire. Il revient, Rakai Blues de Masanori Morita. Le premier tome paraîtra le 1er juin prochain chez Pika Édition sous son titre original Rokudenashi Blues et surtout en grand format. Une édition de 25 tomes reprenant l'édition Bunko japonaise à l'exception du grand format du coup. Seul bémol, une seule page couleur par tome, et c'est bien dommage car mis à part ça, l'édition a l'air dingue, surtout cette fresque que je trouve magnifique. Voici de quoi ça cause. Tyson Maeda est en première au lycée Taiken. Question bagarre, il assure, mais pour ce qui est d'avoir de bonnes notes, il n'en est rien. Son rêve est de devenir champion du monde de boxe, alors quand la tension monte, il est toujours en rendez-vous, car ce qu'il aime avant tout, c'est le combat de rue. Il est extrêmement charismatique, entièrement stupide, mais dispose d'un sens de l'honneur et du respect hors du commun. Mais derrière cette apparence grotesque et brusque se cache un personnage sensible et acharné. Entre humour déjanté, un univers de furio mélangeant racaille, voyous, gang, action et surtout baston, Rakai Blues est une référence en la matière. Le point le plus intéressant à mes yeux reste ces personnages qui, en plus d'être attachants, ont une grosse aura bien vénère, des vrais bonhommes qui nous apportent un réel propos social, soulevant ainsi des thématiques à la fois matures, mais sans s'éloigner de l'humour si propre à la série, une intensité qui ne cesse de monter en puissance tout au long de l'histoire. Enfin bref, je finirai juste par dire qu'il s'agit d'un classique qui a porté le Shonen Jump durant son âge d'or, aux côtés de Dragon Ball, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho Kenshin et j'en passe. C'est très clairement la sortie incontournable à ne pas rater cette année. On approche de la fin de cette sélection avec encore du très lourd, longtemps attendu en France. Le classique Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita est quant à lui prévu en juillet chez Meian, sous une sublime édition de luxe. L'histoire commence donc à Tokyo de nos jours. Narumi déguisé en ours géant tente de faire rire les passants, atteint d'une grave maladie, il doit son salut au rire des enfants. Soudain, il suspend son spectacle lorsque le seul spectateur qui souriait de ses pitreries, un petit garçon traînant une énorme valise, se fait enlever sous ses yeux. Narumi se précipite et l'arrache au bras de ses ravisseurs. Masaru révèle alors à son sauveur qu'il est l'héritier d'une très grande société japonaise, spécialiste des mécaniques de précision, et que sa fortune attire bien des convoitises. Narumi et Masaru fuient pour échapper aux ravisseurs et se réfugient dans un cirque où ils découvrent une ravissante protectrice funambule, Shirogane, manipulatrice de pantins géants de combat. Masaru apprend alors que c'est son grand-père qui a créé ces créatures étranges. Alors j'ai très hâte de pouvoir redécouvrir ce titre car apparemment son animé ne lui a pas du tout fait honneur, bien qu'il m'avait tout de même bien emballé pour le coup. Si le début de la série peut s'avérer classique, Karakuri Circus gagne rapidement en profondeur et en originalité, un côté émotionnel très puissant, des personnages humains, emplis de doutes et de faiblesses, ceux-ci évoluant dans un monde dur où la mort les côtoie régulièrement. On en reparlera assurément car il s'agit encore une fois d'une sortie mémorable. Pour conclure cette sélection, l'annonce est tombée pas plus tard que lundi dernier, comme quoi j'ai bien fait d'attendre sans le vouloir. On n'a pas encore de date de sortie mais oui, Dandadan sortira bel et bien en France en 2022. Une série de Yukinobu Tatsu actuellement en cours de parution au Japon avec 4 volumes parus. On suit l'histoire de Takahakura, un garçon passionné par les complots mais qui ne croit pas aux fantômes, et Ayase, une fille bercée par les esprits mais qui ne croit pas aux extraterrestres, deux jeunes protagonistes qui rencontrent un mystère dépassant leur entendement mutuel. Il s'agit d'une série très difficile à résumer tant l'auteur nous a tout simplement concocté le cocktail parfait, puisque Dandadan est à la fois un manga avec des vibes entre action, neketsu, comédie, romance, surnaturel, horreur, SF et j'en passe. Le mélange parfait pour nous proposer un cocktail explosif dont on ne se lasse pas. C'est clairement le prochain manga qui va tout exploser en France, donc commencez à vous y intéresser. Entre exorcisme, action et un humour très bien dosé, c'est surtout le découpage de Tatsu Yukinobu qui est monstrueux. Son style dégage une intensité folle. J'ai rarement été aussi emballé par une nouveauté, tout est maîtrisé et surtout abordé avec une efficacité déconcertante. Une vraie expérience, de l'originalité et de l'audace, c'est ce qui définit le mieux Dandadan à mes yeux. Voilà pour ce qui est des 15 séries à qui j'accorde une attention plus particulière. Nous allons maintenant nous focaliser sur les principales autres sorties de l'année, toujours par ordre de parution. Cette liste sera non exhaustive, donc n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires. Et on va commencer par le mois de janvier du coup, en commençant par la partie 2 de l'excellent Butterfly Beast paru chez Mangetsu, l'histoire d'une femme fatale menant une double vie, geisha de jour et kunoichi de nuit. Je pense forcément à la sortie d'un autre manga du Shonen Jump, à savoir Ayakashi Triangle, désormais disponible chez Delcourt Tonkam. Du même auteur Kentaro Yabuki est aussi paru la nouveauté Darling in the Franxx, sans doute plus connue et toujours chez Delcourt Tonkam. Entre Yakuza et romance, vous pouvez retrouver Criminel Fiançailles chez Pika. Encore un peu de Shonen Jump avec Badass Cop Dolphin chez Kaze, signé Ruo Itamura, l'auteur de Belzebub. Un des animés du moment, le manga Shikimori n'est pas juste mignonne, est lui aussi disponible chez Meian. Je ne suis pas du tout calé sur l'univers de l'auteur, mais Trêve de Clamp est paru chez Pika Édition. Toujours plus de romance avec le populaire Oremiya disponible chez Nobinobi. J'ai aussi pensé à Poison quotidien chez Akata dans un registre social bien plus dur. Dans la collection Pika graphique que j'aime beaucoup, je me devais de citer Blue World. Pas spécialement intéressé, mais le spin-off My Hero Academia Smash reste une des sorties de l'année. Et pour finir le mois de janvier, j'ai opté pour De nous, il ne restera que des cendres, disponible chez Kana.
On passe au mois de février avec la sortie de La Danse du Soleil et de la Lune chez Kiun. On retourne chez Kana avec une sortie marquante, celle de Togenonki, la légende du sang maudit. Double sortie du mangaka que j'apprécie tout particulièrement, Akane Torikai revient avec Sans préambule et Saturn Return chez Akata. Un peu de vampire chez Mangetsu avec Shigahime qui nous réserve une jolie couverture. Oui, on a eu du mal à finir Seven Deadly Sins, mais Nakaba Suzuki a quand même osé nous sortir une suite. Four Nights of the Apocalypse dispo chez Pika. Pilote sacrifié inspiré de l'histoire vraie de Sasaki Yuji, un pilote kamikaze durant la Seconde Guerre mondiale qui a été envoyé sur 9 missions suicides où il a réchappé vivant à chaque fois. C'est dispo chez Delcourt Tokam et ça m'intrigue de fou. Et pour terminer ce mois de février, des zombies chez Akata avec les affamés, dédicace à Lushisko qui s'est occupé de la DA de la série. On arrive au petit récapitulatif du mois de mars avec le retour du manga Dragon Quest La Quête de Dai en librairie chez Delcourt Tokam. Enfin bon, il s'agit plus d'une malédiction que d'une réédition, puisque la parution de ce classique du Jump a déjà été interrompue. Le manga Appare Ranman est sorti chez Doki Doki, il avait fait parler de lui à travers son animé l'année passée. Le livre des sorcières chez Glénat m'intrigue aussi. Le 2 mars était également le jour de sortie du regretté du Shonen Jump Phantom Seer chez Kaze. Une vidéo est disponible sur la chaîne pour rappel. Du côté de chez Mangetsu, c'est la nouveauté déjantée Ping Pong qui a su attirer les plus curieux d'entre vous. Je me devais de citer la sortie du webtoon très populaire The God of High School dans son format manga chez K-Books. J'en ai déjà parlé en live, mais Genesis par l'auteur de Holy Land et Suicide Island fait partie de mes petits coups de cœur de cette année, chez Vega Dupuis. On suit l'histoire d'un groupe d'étudiants qui se retrouvent projetés en pleine préhistoire. Ils vont donc devoir s'adapter et surtout survivre face à une nature aussi hostile que dangereuse. Par l'auteur d'Akame ga Kill, la nouveauté Kiruru Kill Me est sortie chez Kurokawa. Et enfin, pour conclure ce mois de mars, son animé lui a fait gagner une belle cote de popularité. Sachez que le manga 86 est désormais accessible chez Delcourt Tokam. On arrive déjà au mois d'avril qui nous concerne donc plus directement en commençant par l'édition couleur de l'excellente romance The Quintessential Quintuplet chez Pika Édition. Ils ont d'ailleurs également sorti une autre romance du Shonen Magazine le même jour, à savoir A Couple of Cuckoos dans un délire bien plus bizarre, un peu plus original et bien plus intrigant. On a le one-shot Cruella période noire, blanche et rouge chez Nobinobi, qui revient sur les origines d'un des antagonistes les plus cultes de Disney. Du nouveau aussi chez Mangetsu avec la sortie des 2 premiers tomes d'All-Free pour un peu plus de sport. Je me devais de saluer l'incroyable initiative des éditions Noévé Graphics qui sortiront une nouvelle collection dès le 15 avril prochain, et on parle là de tome 9 à 3,95€. Cela concerne notamment Ozuki le Stoïque ou encore Coppelion dans un registre post-apocalyptique. Comment ne pas mentionner la réédition de Soul Keeper prévue le 20 avril, un énième titre fort intéressant du génial Tsutomu Takahashi. Puis on finit avec la réédition de Bambi d'Atsushi Kaneko, prévue chez les éditions Imo. Longtemps repoussée, on n'a toujours pas de date précise, mais ça devrait bien sortir ce mois-ci a priori. Le mois de mai sera tout aussi chargé en commençant par la nouveauté Coq de Baston prévue le 4 mai chez Mangetsu, autant dire que ça a l'air d'être un sacré délire. Le même jour chez Nobinobi cette fois-ci, les fans de Star Wars seront servis avec non pas un, mais 2 nouveaux titres, Star Wars Étoile perdue ainsi que Star Wars La Haute République. Le célèbre webtoon également popularisé par sa série live action disponible sur Netflix, Sweet Home débarquera en France le 5 mai prochain chez Kiun. Une des sorties que j'attends le plus est bien sûr Tatsuki Fujimoto Short Stories 1721, prévu le 18 mai chez Kaze. Très hâte de pouvoir découvrir les premières histoires de cet auteur de génie. Attendu depuis l'année dernière, la réédition du monument Neon Genesis Evangelion sortira aussi chez Glénat sous une sublime édition de luxe. Lié à l'univers de Kengan Ashura, le manga Dumbbell Combien tu peux soulever sortira le 19 mai chez Miyan. Le 19 mai sera aussi le jour de sortie de la réédition de Satan 666 chez Kurokawa par Seishi Kishimoto, le frère de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Puis pour finir ce mois, c'est le spin-off Shy Girlfriend qui sortira le 20 mai chez Noévé Graphics. On passe au mois de juin avec la sortie d'un spin-off qui m'intéresse tout de suite beaucoup plus, celui de Prisonnier Riku. Intitulé Boss Renoma, celui-ci sortira le 2 juin prochain chez Akata. Un jour plus tôt, on aura également du lourd chez Mangetsu avec dans un premier temps un peu d'horreur avec Frankenstein de Junji Ito dans la sublime collection de l'auteur. Puis en parallèle, la nouveauté Les Enfants d'Hippocrate qui a déjà l'air très touchant. Tatsuki Fujimoto Short Stories 2226, le second recueil d'histoires courtes de l'auteur de Chainsaw Man sortira quant à lui le 8 juin prochain chez Kaze. Autre sortie marquante, on peut noter que No Longer Rangers, la nouvelle série de Negi Aluba, l'auteur de The Quintessential Quintuplet, sortira le 8 juin prochain chez Pika Édition. Vous pourrez retrouver la réédition de Blue Heaven dès le 15 juin chez Panini, encore un titre de Tsutomu Takahashi qui est partout dans cette vidéo décidément. Il sera accompagné par l'édition perfecte du manga Planet de Makoto Yukimura, principalement connu pour son succès Vinland Saga. Sans oublier que le même jour, le one-shot Miroir est prévu chez Kaze. Il s'agit d'une collaboration entre Chanel et le duo Kayu Shirai et Demi Zopuzuka, à qui l'on doit le The Promised Neverland. 2 jours plus tard, le spin-off Wild Police Story de Détective Conan paraîtra chez les éditions Kana. Puis vous pouvez aussi noter la sortie d'un monument du manga, Phoenix l'oiseau de feu, qui rejoindra donc la collection Tezuka de Delcourt Tonkam dès le 29 juin. On passe au second semestre de l'année que l'on entame par le mois de juillet, et dès le premier c'est le nouveau manga d'action Tesla No qui paraîtra chez Vega Dupuis. On retrouvera également la série Witch Watch qui s'installe de plus en plus dans le Shonen Jump. Son premier tome sera disponible le 6 juillet chez Soleil Manga. Dans le genre comédie romantique, le populaire Komi Cherche Ses mots paraîtra le même jour chez Pika Édition.
Toujours le même jour, vous pouvez retrouver une nouvelle édition de luxe du manga culte City Hunter chez Panini. Mais surtout, notez bien qu'une sublime édition collector est prévue pour le 41e et dernier volume du monument de Dark Fantasy Berserk. Grand format, couverture rigide et j'en passe, l'hommage ultime au grandissime Kentaro Miura. Mais ce n'est pas tout puisque la nouveauté Duranki par le studio Gaga, composé des assistants du grand maître, sortira en parallèle chez Glénat. Pour le mois d'août, j'ai seulement noté la sortie de Zing Nice, prévue le 26 août chez Shiba Edition. La couverture m'intrigue, il s'agit d'un manga d'action de type historique. Puis en septembre, c'est Ryoshi Ikegami qui sera mis à l'honneur chez Glénat, puisqu'une réédition de Sanctuary en format perfect est prévue le 7 septembre, en parallèle d'un titre inédit du même auteur, à savoir Trillion Game qui est assez récent finalement, puisque le manga est toujours en cours avec 3 volumes parus au Japon. Vous pouvez aussi noter la sortie d'un nouvel opus des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe qui est donc prévu chez Kiun le 15 septembre prochain. Celui-ci compilera les histoires Le Temple, Le Molosse et La Cité sans nom. Puis je n'ai rien noté en octobre donc on passe directement au mois de novembre avec la sortie de la réédition de Quartier Lointain prévue le 2 du mois chez Casterman. Et le spin-off Shaman King Zero est quant à lui prévu durant ce même mois chez Kana, mais je n'ai pas de date précise pour le moment. Je n'ai pas de date à vous communiquer mais une réédition du Seinen Hellsing est aussi prévue chez Delcourt Tonkam. On peut aussi penser au roman de Bleach qui sortira enfin chez Glénat dès cet automne après des années et des années d'attente. Puis dans la nouvelle collection au prix réduit de Noeve Graphics, j'ai aussi ajouté le manga de Formule 1 Capeta sur ma liste. Et enfin pour terminer cette vidéo et surtout être complet, les éditions Mangetsu ont déjà annoncé 2 nouveautés pour 2023, en commençant par Golden Guy qui nous plongera dans l'univers des Yakuza, et Mighty Mousers, une série d'actions aux accents féministes sur la double vie d'une femme forte, Akane, mère célibataire le jour et assassin la nuit. Pour conclure, n'hésitez pas à me citer les 5 séries de l'année, ou du moins celles que vous attendez le plus. J'ai essayé d'être le plus complet possible sans tout vous lister non plus, donc encore une fois, à vous de me compléter dans les commentaires. Cette année 2022 a déjà commencé très fort, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle nous réserve encore du très lourd. Bref, sur ce la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux disponibles en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et surtout, on se reverra.「主役になろう」